Samad aussi, il est comme toi. Oh là Il là. prépare énormément. Oh là là, ça c'est pas mes papiers, ça. l'aromatase. Je Je sais un peu ce que c'est, mais quand même. télécharger le live, je suis avec moi, sans aucun problème, comme ça je vous donne rendez-vous sans aucun souci. À tout à l'heure. Tu sais comment est-ce que je peux fixer sur... Bien sûr. Alors, nous avons Igor de chez Zimmer qui nous regarde. Ah, bonjour Igor. Alors là, on est très honoré, hein, Igor, on te salue. Alors, je te le mets. S'il te plaît. Alors, et on a Sabrina qui nous demande, il est à quelle heure le live? Il est maintenant. Sabrina, viens. Alors, je pense que Sabrina, il est maintenant le live. C'est lequel que je te mets? il est maintenant. Attends, qu'elle se connecte, je vais dire Ah oui, Sabrina, je t'aime. ouais, exact. Bah oui. Hein, j'ai mieux en plus de surveiller le sucre. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Juste un petit peu comme ça, tout le monde. Te voir. Et attends, il m'en manque. T'as un deuxième téléphone, ça va, là? Ou alors tu le mets sur le cube. Ou alors tu le poses sur la table. Mais moi, je peux filmer hein, s'il y a besoin. J'adore. C'est bon? Je ferme. Sinon, je peux peut-être te poser sur la table. Attends, tu sais ce que je vais faire? Ouais, regarde, on va te poser là. Non, attends, on va faire le contraire. Attention à tes lunettes. Exact. Sur la table. Juste tes lunettes. Si vous avez tout ça. Je pose là. Tu le mets comme ça. Parfait. Comme ça, on prend tout le monde. Ouais. C'est bon. C'est bon? Oh, petit père sérieux. Ne me dis pas que tu lis. Alors, je pensais que tu lisais les questions. Non, je connais pas les questions. Enfin, j'ai les ai survolées. Il y a beaucoup de questions Il y a plein de qui vont être questions. redestinées. Moi, je le disais toujours. Moi, je vais Tu vois, c'est même à la télé. Je sais même pas Je pourquoi disais je assumer mes réponses. Ne me montrez pas les questions, mais assumez mes réponses. On va assumer complètement ta réponse. Ah ouais. Heureusement À là, 100%. heureusement là, il n'y a pas de montage. Je sais pas si je vais assumer tes Vraiment réponses. libre. Très bien. Bon, mes amis, vous êtes prêts? Oui. Rafa, c'est bon? C'est bon, ça enregistre. Ah, ça enregistre. Alors, on peut dire plein de bêtises hein, si on veut. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le sujet aujourd'hui, docteur, c'est... Eh bien, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet très important, c'est la prise en charge en médecine esthétique de la sphère génitale et de la sexualité globalement, plus chez la femme, je crois, ce soir. Et donc, pour accompagner ce merveilleux sujet, nous avons Alors, l'honneur nous avons- d'accueillir... nous avons l'honneur d'accueillir directement depuis Milan jusqu'à Centre Mia le docteur Samad. Exact. Tout le monde connaît, Doc Samad, je ne le présenterai plus, qui va se présenter tout seul quand il aura envie, hein, quand il veut, voilà, qui est donc un ami avant toute chose, et on est très heureux de le recevoir, et qui est un expert sur la prise en charge des problèmes de sexualité et de la sphère génitale chez la femme, chez l'homme aussi, et ce soir je crois qu'on parle un peu plus de la femme, Oui. voilà, qui est sexologue, qui est andrologue, qui est médecin esthétique et qui a un CV bien trop long pour le détailler ce soir et c'est pas tellement le sujet,
Ce qui est important, c'est qu'on soit très heureux de te recevoir ce soir. L'honneur est pour moi. Voilà, merci beaucoup d'être Merci venu à toi. d'aussi loin. Et puis on est avec Claire Rassia, donc micronutritionniste, qu'on ne présente plus non plus. Exactement. Hein, micronutritionniste au Centre Mia entre autres, et qui va nous apporter aussi tout son savoir sur l'aspect nutritionnel et micronutritionnel dans les problèmes de sexualité et de la santé génitale chez la femme, jeune et moins jeune d'ailleurs. Et donc aussi, nous avons la chance d'avoir des patientes Alors, on a des patients tout à fait qui sont dans le venus public. nous Merci voir beaucoup. ici au Centre Mia. Merci. Voilà. Certaines d'ailleurs qu'on n'avait pas vues depuis un petit moment, c'est rigolo comme les choses peuvent parfois se passer dans la vie, et d'autres qui ont traversé toute la région parisienne spécialement pour moi. Ah non. Non, non, pas ça, madame. Non, mais c'est que le sexe réunit. Donc, Comme ça, on brise la glace. ouais, donc, on va pouvoir avec Doxamat briser la glace, voilà. Non mais c'est sympa, c'est sympa. On a donc Aïcha et Anaïs et sa fille, voilà, qui sont venues entre autres pour revoir Doxamat, puisqu'elles sont des fidèles du doc qui est là à côté de nous ce soir, et donc c'était l'occasion de pouvoir se rencontrer, de passer un moment ensemble aussi. Voilà, on va remercier évidemment mon neveu Raphaël, qui s'occupe de toute la prise de son et tout l'aspect technique ce soir, C'est vrai. et sans lequel on ne pourrait pas faire grand chose. Tout à fait. Voilà, et puis on va peut-être démarrer comme ça. On Hein. démarre. Donc, première question. Première question alors. C'est quoi la médecine intime et fonctionnelle chez la femme? Ah bah, je vais laisser répondre Samad, hein, qui est quand même un spécialiste. Et puis, Allez, hop. voilà, Allez, hop. histoire de tout de suite se mettre dans le bain. D'accord. Ouh. Rafa, c'est bon. Ok. Alors, d'abord, merci beaucoup encore une fois de m'avoir accueilli. Merci à ce public qui est venu vraiment de très très loin pour venir nous voir et assister à cette table ronde et ce podcast aujourd'hui sur la santé sexuelle et la santé reproductive, mais en avant tout le confort intime chez la femme. Avant, on parlait de ménopause, préménopause, on parlait de sexualité et puis on s'arrête. Maintenant, avec la science et surtout avec l'ouverture des médias, on n'a plus le droit de ne plus considérer l'intimité et le bien-être intime d'une femme. Ce qui veut dire que la femme est, je dirais pas une créature, mais plutôt une composition qui est psychosomatique super importante depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, qui devrait être considérée dans tous ses aspects et notamment au niveau de sa santé sexuelle et dans sa santé reproductive. La plupart des femmes, quand elles arrivent à un âge où elles n'ont plus des règles, elles se disent que ça y est, c'est fini, c'est la fin. Alors que c'est le début d'une belle phase et d'une nouvelle ère de sa vie. Parce que premièrement, elle n'a plus ses règles, elle n'a plus ses menstruations, donc elle est plus à l'aise. Elle est toujours disponible pour avoir une vie intime confortable, mais elle a surtout besoin de prendre soin de son corps, d'où l'intérêt de cette spécialité en gynécologie fonctionnelle et gynécologie esthétique, pour pouvoir justement rendre l'intimité de la femme un quotidien et non pas une chose de complexe. Donc la médecine intime est faite justement pour rendre à la femme son confort intime qui peut être et fonctionnel ou sexuel en lien avec le plaisir pour qu'elle puisse vivre sa vie dans toutes ses phases. Et donc, en quoi consistent les traitements dans ce type de médecine en fait? Alors, c'est une prise en charge qui est un peu multisectorielle. Quand je dis multisectoriel, ce n'est pas uniquement le médecin plasticien ou le gynécologue fonctionnel qui rentre en jeu, mais c'est plutôt aussi le diététicien. C'est pour cette raison que nous avons avec nous, avec grand honneur aujourd'hui, il va falloir que parce que je pense maintenant en italien. C'était le contraire, je pensais français, je parlais italien, maintenant je pense italien, je parle français. Attends que je me remodèle. Donc du coup, c'est une prise en charge qui est globale parce que
il y a la prise en charge psychologique, sexuelle, mais il y a aussi la prise en charge somatique de cette patiente qui passe par sa diététique, qui passe par son bien-être physique, qui passe par le contrôle de ses normes et de ses constances de corps, passant par la pression artérielle, sa température, etc., jusqu'au traitement spécifique au niveau de sa partie génitale. Et c'est un traitement qui ne se limite pas uniquement au niveau de la vulve, mais c'est un traitement qui est global parce qu'on peut commencer par la vulve qui est constituée des grosses lèvres et des petites lèvres avec la région du pons, comme on peut aller vers le canal vaginal, là où s'effectue le rapport sexuel et le rapport intime, et on peut aller jusqu'à l'organe sexuel interne, c'est-à-dire l'utérus, les ovaires plutôt et les annexes, où on peut aussi booster l'activité de cette femme. Mais le plus important de savoir, c'est que c'est une prise en charge multisectorielle. Elle ne se limite pas uniquement aux médecins esthéticiens pour rendre beau la partie intime, mais aussi à une prise en charge globale, toujours pour avoir une intimité et un confort de cette femme. D'accord, donc en fait tu réponds également à la question, y a-t-il des solutions pour apporter plus de confort dans l'intimité pour la femme? Absolument, il y a toujours une solution et comme j'avais dit, la femme n'a plus le droit de souffrir de point de vue sexuel et reproductif de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, les bouffées de chaleur, il y a des solutions. Pas de bouffées de chaleur, il y a une solution. Endométriose, il y a une solution. Je ne sais pas, des douleurs par-ci et par-là, il y a des solutions. Une atrophie des grosses lèvres, il y a une solution. Quand je dis atrophie de grosses lèvres, c'est-à-dire quand la femme arrive à un âge où elle a un effacement carrément au niveau de sa vulve, il y a bien évidemment une solution pour que l'on puisse lui donner plus de confort d'abord physique, avant de parler d'un confort qui est esthétique. Quand on parle d'un canal vaginal rétréci ou comment dirais-je, De sécheresse aussi. Hein, de sécheresse vaginale, voilà, ouais. il y a une solution. Donc du coup, on n'a plus le droit de laisser une femme souffrir pour des choses qui sont en lien avec son confort intime. Voilà, l'aspect plurisectoriel est réel. Moi, je parlerais d'aspect, bien sûr, intégratif, puisqu'ici, on fait de la médecine dite intégrative. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement plusieurs secteurs, mais que nous, notre objectif, c'est de décloisonner la prise en charge et de pouvoir prendre les patients en charge de manière globale. Et donc, dans la globalité, il y a l'aspect intégratif. On va donc avoir effectivement, pour répondre à des dysfonctionnements ou à des chamboulements hormonaux périménopausiques, l'importance de la nutrition, de la micronutrition. On va avoir bien sûr la vie émotionnelle qui va devoir être prise en considération, et on a des solutions avec des psychothérapeutes, notamment des hypnothérapeutes, pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe au niveau émotionnel. On a des unités donc hémofonctionnelles très importantes. On a bien sûr des solutions techniques. Samad est spécialisé là-dedans. Moi, je pratique aussi un certain nombre de gestes techniques pour améliorer les choses, aussi bien d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue esthétique, les deux allant évidemment de pair, puisqu'en fait, quand on traite l'esthétique, on traite le fonctionnel et vice-versa, disparaît uni, par exemple, c'est-à-dire douleur pendant les rapports sexuels qui peuvent être traités. On s'intègre dans une dynamique globale, on prend les patients en charge à un moment donné de leur trajectoire avec leur histoire propre. Ça peut être dû à des maladies qu'elles ont traversées, des traitements qui peuvent interagir sur leur confort génital et sexuel. Alors justement, ce confort génital et sexuel, est-ce que ce type de médecine, ça s'adresse uniquement à des femmes à partir de 40, 50, 60, ou est-ce qu'on peut avoir accès à ce type de médecine avant? Plus jeune, du moins. Tout commence, enfin je parle de mon expérience, tout commence avec d'abord une consultation de point de vue sexuel. Quand je parle d'une consultation sexuelle, c'est que je n'apprends pas à mes patientes comment faire le 99e acte de Kama Sutra ou de réaliser l'épisode 40 de Sex Life. Non, l'éducation à la santé sexuelle, c'est de pouvoir connaître la santé et le confort sexuel d'une jeune fille qui commence par un simple geste, comment laver un organe génital, quel est le savon que je dois utiliser
pour laver un organe génital, parce qu'on a tendance à ce que la plupart utilisent des savons dans des commerces, parce que je vois au supermarché que c'est un savon intime, alors que c'est très dangereux si j'utilise un savon par exemple de pH 3,5 ou un pH 4,5 ou un pH neutre, en fonction de la femme, de son âge et en fonction aussi de ses sécrétions. La plupart des femmes cherchent à avoir, je dis bien la plupart selon mon expérience, et je pense aussi qu'il y a des femmes qui nous suivent là en live qui me demandent toujours, je veux bien avoir une belle odeur au niveau de ma partie intime. Ce n'est pas la belle odeur qui prime, mais plutôt la santé de cette partie intime. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas chercher à avoir des arômes ou des senteurs au niveau de la partie intime, autant que de chercher un équilibre et de chercher une santé de cette partie intime en utilisant un savon qui est adaptable. Donc du coup, pour répondre à ta question, Sandrine, la consultation ou la gynécologie fonctionnelle commence à partir de l'âge pré-puberté jusqu'à la fin de vie. Parce que les gestes qu'on peut faire pour une jeune fille de je ne sais pas quoi, de 13 ou de 14 ans, c'est en fonction de son méconfort et de son désarroi par rapport à son corps. C'est-à-dire il y a des femmes ou plutôt des jeunes filles qui ont une atrophie déjà de la petite lèvre, de la grosse lèvre depuis le départ. On peut avoir par exemple un hymen qui est proéminent. Je peux avoir des petites lèvres qui sont saillantes ou absentes qui vont gêner surtout le fait d'uriner, etc. Donc il y a toujours une indication pour voir le médecin, que ça soit à la pré-puberté ou que ça soit en ménopause ou en fin de vie. Et est-ce qu'on peut parler de la santé du vagin? Absolument. D'accord. Plutôt... Est-ce qu'il y a aussi une façon de le bilanter? Alors, je parle de la santé vulvo-vaginale. Parce qu'on a un score qui s'appelle le score vaginal, Vaginal Health Index. Ce score de la santé du vagin ou de la vulve se base sur les sécrétions qu'on a, sur les pertes, sur la couleur des pertes que nous avons, sur la douleur, absence ou présence de douleur, sur le pH justement, qui est super important. Pour vous expliquer, le pH, c'est l'acidité ou plutôt la neutralité du liquide ou de sécrétion au niveau de la vulve et au niveau du vagin. Du coup, c'est une chose qui est super importante aussi à évaluer pour connaître ce score. Et bien évidemment, la présence ou pas de douleur durant le rapport sexuel ou en dehors du rapport sexuel. Dr Michael a parlé de la dyspareunie, qui est une pathologie très courante et qu'on a vraiment, et c'est un quotidien chez moi dans mes consultations, surtout pour les femmes qui ont la maladie de Lichen. Alors, est-ce que tu peux nous donner la définition très simple de la dyspareunie pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas de quoi on parle? Alors, la dyspareunie est une douleur au niveau des grosses lèvres, en stade 1, quand il y a soit le toucher, soit la pénétration d'un organe génital. Si je suis à un stade avancé, je peux avoir même des douleurs au moment de la pénétration pour les femmes qui ont un rapport sexuel, mais c'est très différent par rapport au vaginisme. Parce que la plupart des gens, même des confrères, confondent le vaginisme et la dyspareunie. Le vaginisme est une maladie qui est psychosomatique parce qu'il y a une composante anxieuse super importante qui est là-dessus. Par contre, la dyspareunie est une maladie organique et une maladie avec une douleur qui est spécifique, différente par rapport à la douleur du vaginisme. Et ça, c'est une chose super importante et c'est un diagnostic différentiel dont on parle si on parle en langage médical. De toute façon, on va parler aussi du vaginisme parce que c'est un sujet super intéressant, surtout pour les femmes qui nous suivent du Moyen-Orient et des pays arabes. Tout à fait, parce que l'idée, c'est d'expliquer ce que c'est et puis bien évidemment de comprendre que le vaginisme, on peut effectivement le bilanter. Et on peut avoir une prise en charge assez globale. Absolument. Du coup. C'est ça. C'est un modèle qui s'intègre tout à fait bien en termes de médecine intégrative, puisqu'il y a un vécu émotionnel, il y a une anxiété, il y a donc une problématique psychosomatique. On voit que les deux sont indissociables et donc c'est vrai que c'est un modèle de prise en charge qui s'adapte très bien à la prise en charge pluridisciplinaire. Non pas une prise en charge pluridisciplinaire avec des vagabondages ou des gens qui collaborent, mais je pense que l'intérêt pour en particulier ce type de pathologie qui touche la sphère intime et donc qui est forcément pourvoyeuse de tabous, parfois c'est un peu compliqué pour les patients de pouvoir juste l'exprimer auprès d'un monde médical. Voilà, le fait de pouvoir dans un même espace pouvoir libérer la parole d'une part et prendre en charge les différents aspects d'un même problème, je pense que là on s'intègre complètement
dans la prise en charge intégrative. Alors moi je veux rebondir sur ce que tu dis Mickaël, parce que d'abord je suis très très contente qu'on aborde cette thématique-là ce soir-là au centre. Tout simplement parce que j'ai constaté à de nombreuses reprises que c'est un sujet que les personnes que j'accompagnais n'osaient pas aborder avec moi. Alors évidemment quand on vient en consultation de micronutrition, on n'a pas la même demande que quand on va consulter SAMAD sur les questions sexo. Mais il reste un peu un tabou, il reste un peu une gêne à parler de la sphère intime. Donc moi, les problématiques auxquelles je vais être les plus souvent confrontée, c'est les problématiques de gêne autour de la ménopause. Donc il va y avoir en premier lieu les bouffées de chaleur, mais il va y avoir aussi tout ce qui est irritabilité, fatigue, sommeil. Et puis il va y avoir les mycoses vaginales. Et ça, parfois, je me rends compte qu'on n'ose pas m'en parler. Ou alors, on ne s'imagine pas que je pourrais proposer aussi des solutions par rapport à ça. Donc ça, c'est une des choses vraiment importantes que je voulais dire ce soir. Sur la question des mycoses vaginales, il y a des vraies solutions, il y a des vrais protocoles de prise en charge au niveau de la micronutrition qui sont efficaces et qui sont pérennes. Les difficultés, quand il y a des mycoses, c'est que souvent elles sont récidivantes. Et donc c'est là où ça devient plus compliqué et où les prises en charge en médecine conventionnelle parfois peinent un petit peu à trouver des solutions pérennes. Donc, Excuse-moi, j'ai une question par rapport à ça. Parce que tu as parlé d'une chose super intéressante et qui est l'apanage de la plupart des médecins sexologues et aussi à la demande de pas mal d'auditrices et surtout de téléspectatrices, c'est le problème des mycoses vaginales. Est-ce qu'il y a un lien avec la diététique en général? Est-ce que par exemple, excuse-moi, je me permets de poser cette question parce qu'elle est super pertinente, est-ce qu'il y a un lien entre la nutrition et quand on fait une prise en charge par exemple d'une mycose vaginale? Ou alors, pas? Tu conseilles par exemple, tu conseilles des aliments à éviter, des aliments à prendre, à ne pas prendre durant le traitement, non? Alors, on ne peut pas dire qu'on a une mycose parce qu'on mange ceci ou cela. Non, absolument pas. Voilà. Non, je parle du traitement, lors du traitement. En revanche, dans la prise en charge, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut s'intéresser à la sphère intestinale. Parce que bien souvent, quand il y a une mycose vaginale, c'est qu'il y a le candida qui est un peu trop présent dans l'intestin. Le candida, c'est un petit champignon dont on est tous porteurs. Simplement, pour plein de raisons, il peut prendre un petit peu trop de place dans l'intestin. Et donc, tout simplement, comme c'est très proche, bien souvent, les mycoses vaginales, elles ont une origine intestinale. Donc, en fait, quand on met un ovule dans le vagin, on traite la mycose vaginale, mais si on ne traite pas la candidose dans l'intestin, malheureusement, on ne va pas au bout du problème. Donc d'abord, moi, quand j'ai ce sujet-là, je vais tout de suite aller sur l'intestin et dire, ok, est-ce que vous êtes sujet à des maux de ventre, à de la diarrhée, à de la constipation, est-ce qu'il y a des manifestations intestinales désagréables? Il y a certains dosages aussi qui permettent de se faire une idée, alors pas tout à fait exact, il faut toujours interpréter et lire les résultats biologiques avec de la finesse. Mais en tout cas, je dirais que sur cette question des mycoses vaginales et de la candidose intestinale, il y a un faisceau d'arguments qui permettent de dire, ok, là, le candidat a pris un peu trop de place. Et donc, derrière, il y a un protocole de prise en charge avec des compléments alimentaires, avec la phytothérapie. Et donc, j'en viens à ta question. Sur le plan alimentaire, oui, on va tout faire pour aller vers une alimentation plus saine, plus riche en légumes, plus riche en fruits. Je sais que j'ai certains confrères et consoeurs qui vont complètement supprimer tous les glucides, tous les sucres, tous les féculents. Parce que c'est un milieu de culture qui est quand même assez important du champignon. Voilà, donc c'est sûr que y a un argument intellectuel qui vaut, qui est valable. Simplement, ce que je constate, c'est que dans la pratique, c'est quand même difficile à appliquer. Et que donc, si habilement, déjà on réduit beaucoup le sucre raffiné, déjà on fait un énorme chemin. Si on met plus de légumes et plus de fruits, finalement ça va prendre la place d'autre chose.
Si on fait attention, je pense aussi au niveau de la toilette, hein, parce qu'on parle de candidose, donc on va forcément parler un peu de pH à un moment donné, Oui. puisque l'acidité, hein, le pH acide, ça favorise la multiplication des champignons, qu'on préférera un climat basique. Donc effectivement, je pense que de la même manière qu'on va orienter un petit peu le traitement d'une candidose intestinale, on va forcément jouer un petit peu aussi sur la flore vaginale, qui est essentielle, hein, puisque c'est ce déséquilibre de flore qui peut causer aussi, en tout cas pérenniser une problématique de mycose vaginale. Donc effectivement, attention au pH. Aussi, les mesures de pH font que les savons qui sont extrêmement bactéricides déséquilibrent la flore et peuvent engendrer des problèmes de mycose à répétition vaginale chez les femmes. Si vous me permettez, je peux faire juste une petite traduction pour les téléspectateurs parce qu'il y a la plupart qui ne parlent pas français. Une minute, parce que c'est un sujet qui est super intéressant que vous allez aborder. Tu veux le traduire? Merci. الوغ بالنسبه للاخوه اللي ما كيهضروش باللغه الفرنسيه بغيت نقول لكم بان تنطرحوا واحد النقاش اللي هو مهم بزاف على ملي كيكون عندنا المشكل ديال الكانديدا اللي كيكون عندنا في الجهاز التناسلي ديال المراه. خصنا نعرفوا بان كيمكن هذه الكانديدا هذه كتكون عندنا بزاف في المصارن. خصنا نعرفوا ملي كنكونوا كناخذوا هذا الدواء ديال الكانديدا او ملي كنداويو لا كانديدوز اللي كتكون عندنا في هذا الجهاز التناسلي، خص يكون عندنا حتى واحد النظام الغذائي اللي هو يكون نظام غذائي اللي كيحترم، الله يجازيكم بخير، هذا الدواء اللي كناخذو. علاش؟ لحقاش بدينا كناخذوا السكر بزاف او بدينا كناخذوا شي حوايج اللي هما كثيره بزاف كيخلي على ان هذا الميكروب او هذا الشامبينيون كيبدا يتكاثر عندنا بزاف، فبالتالي الدواء ما كيكونش مزيان. هادشي غير باش نقول لكم بان كل شيء متداخل. يعني حتى اللي كان عندي واحد الافرازات مهبليه بلونها اللي هي مثلا كيكون ابيض وخديت الدواء، خصني نفكر اوسي على انني خصني نبدا ناكل الخضر وناكل الفواكه بطريقه اللي هي كبيره بزاف اكثر من السكريات، خاصه السكريات اللي كتكون سريعه الهضم. Je suis sûr que tu as tout compris, Michael. On a compris bzef. Je pense que Claire va nous le faire en finlandais, non? Moi j'ai bien compris candidat. Donc je pense que je suis d'accord avec la traduction. Donc, tu nous reviens du Grand Nord, mais tu n'as pas la maîtrise complète encore de l'islandais, c'est ça? Donc on l'aura pas en islandais ce soir, mais Claire il travaille pour la prochaine fois. Voilà. Donc merci. Voilà que c'était un petit parenthèse, on va dire, pour parler candidose, qui est un problème des fois qui effectivement altère beaucoup la qualité de vie. Et donc on voit que c'est multifactoriel, hein, comme souvent. Il faut une vraie consultation, il faut parler de l'enquête, il faut revenir au niveau de l'interrogatoire et on peut se pencher aussi sur des aspects nutritionnels ou micronutritionnels de manière plus durable pour essayer de rééquilibrer les microbiotes et les flores en question. Peut-être une autre question Oui, tout à fait, j'ai plein de questions à vous poser. Ah bah alors allons-y. Hein. On est là pour ça. Mais bien évidemment. Après, Alors, s'il y a des questions en ligne, faut pas hésiter à poser des questions. Ou plutôt des questions du public qui est avec nous quand même, aussi, qui a fait aussi, le, hein, tout qui à a fait fait, le hein, trajet, il y a pas que moi qui pose qui a des fait questions. vraiment le trajet. Je remercie vraiment tout le monde qui est venu aujourd'hui. Merci de venir assister à cette table ronde. Et je remercie aussi une chère dame qui me suivait depuis 2013, Madame Aïcha, qui est venue mais vraiment de très très loin. مسكينة بعيدة وقالت لبنتها اديني، قالت لها بنتها راه بعيدة هادشي. قالت لها لا واخا هكاك غير اديني. Merci beaucoup Aïcha d'être venue aujourd'hui et merci à toutes les femmes qui nous ont honorés aujourd'hui par leur présence. d'ailleurs, c'est bientôt la journée de la femme. hein. Ah bah écoute. C'est la semaine. Oui, alors j'avais d'autres questions effectivement concernant les séances d'injection en médecine gynéco-esthétique. Il y a peut-être des femmes qui se demandent si c'est douloureux, comment se passe une séance, combien de temps dure en moyenne le traitement, voilà des petites choses techniques qui peuvent rassurer par exemple. Et pourquoi Lui, il a des mains d'ange. Moi, je me suis déjà fait injecter une fois la mandibule. Bon. Il est comme ça. Bon, Tiens, il va falloir qu'on refasse. Peut-être. Alors question, Mais bon, qui je veut laisse. répondre? Voilà. En gros, oui, les produits injectables, il y a deux grands types de traitements avec les injectables au niveau de la sphère génitale chez la femme. Il y a donc les injectables qui permettent de traiter l'atrophie des glandes lèvres. On va donc injecter au niveau des glandes lèvres pour
reconstituer ses grandes lèvres, les repulper quand il y a une atrophie. Moi, je travaille avec un produit qui s'appelle le Desirial Plus pour cette indication, qui est un produit qui a une autorisation et qui est le seul produit en France qui a une autorisation et une indication officielle dans cette problématique. Et il y a deuxième type d'injection, qui sont là des injections au niveau vaginal, qui luttent contre la sécheresse vaginale, donc, qui permettent une réhydratation de la muqueuse vaginale, où on va injecter souvent à l'entrée du vagin, au niveau de la fourchette vulvaire et à l'entrée du vagin, pour permettre une réhydratation assez durable pendant plusieurs mois. Donc on a deux types d'injections. Alors en France, il y a le Desirial et le Desirial Plus. Que j'adore, c'est un super bon produit. Franchement, c'est pas parce que j'adore qu'ils le commercialisent, mais plutôt c'est un super beau produit pour redonner du volume pour les grosses lèvres, essentiellement. Et j'espère que Desirial nous fera aussi un produit Botox et nous fera aussi autre chose, avis à bon entendeur qui suivent notre live aujourd'hui. Pourquoi je parle aussi du Botox? Parce que c'est une injection maintenant qu'on fait à l'intérieur du canal vaginal pour pouvoir traiter des problèmes de vaginisme, mais également des problèmes aussi de dyspareunie. Et j'ai eu le grand plaisir d'avoir présenté un travail scientifique à la dernière conférence de santé sexuelle à Rotterdam le mois dernier sur justement le protocole de traitement des dyspareunies et du vaginisme avec du Botox, avec de la rééducation et surtout avec de la radiofréquence. Donc on n'injecte pas uniquement maintenant du filler comme a expliqué Dr Michael, mais on injecte aussi du Botox pour pouvoir traiter les dyspareunies et du vaginisme. Juste pour vous expliquer un petit peu en gros c'est quoi le Botox. Le Botox est une matière, c'est un acide botulique qu'on injecte, pas pour grossir les surfaces, mais plutôt pour alléger le muscle et rendre le muscle beaucoup plus relâché. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un relâchement musculaire au niveau du canal vaginal pour que la femme n'ait plus mal au moment de la pénétration ou au moment du toucher. Ça fait mal, oui et non, parce que ça dépend aussi de la technique. On peut injecter avec une seringue comme on peut injecter avec une seringue beaucoup plus longue qui s'appelle la canule, mais en général avec la canule, on fait, moi personnellement, je fais un petit point d'anesthésie pour le point d'entrée, et puis par la suite la femme ne sent absolument rien du tout quand on est en train de travailler là-dessus. Oui, le traitement par injectable de filler en particulier est un traitement absolument indolore et rapide qui se fait au cabinet en quelques minutes. Ça fait pas mal puisque, comme vient de le dire Doc Samad, on fait une petite anesthésie locale préalable. On sent un tout petit peu au moment de l'anesthésie. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent, comme chez le dentiste ou ailleurs, ce type de sensation. Ça picote un tout petit peu au moment de l'anesthésie, puis après ça a l'avantage évidemment de supprimer la douleur. Donc les traitements sont assez rapides et très très bien tolérés par les patientes. Moi, je voulais rebondir sur la question de la sécheresse intime pour ajouter qu'en micronutrition, on fait des choses qui sont très très complémentaires et qui font vraiment sens avec voilà, les différentes techniques et les différents actes que vous venez d'aborder. Au niveau de la sécheresse intime, il va d'abord y avoir besoin d'un équilibre en acides gras, donc les dosages oméga 6 et oméga 3 vont être vachement importants déjà pour faire le point là-dessus et complémenter si nécessaire. Et puis, quel que soit l'âge, en fait, la sécheresse intime, elle peut intervenir même bien avant la ménopause ou bien avant la préménopause. Suite à une prise médicamenteuse aussi. Voilà, soit suite à une prise médicamenteuse, soit tout simplement parce que voilà, pendant le cycle, il y a des variations hormonales et donc la sécheresse intime, on peut parfois l'observer plus souvent en toute fin de cycle, donc c'est-à-dire juste avant les règles et pendant les règles. Parce que c'est la période du cycle pendant laquelle les œstrogènes vont être au plus bas et donc c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir cette fragilité, en tout cas ce moment de sécheresse qui va être aussi fragilisant par rapport aux mycoses. Donc c'est très très intéressant pour les femmes de pouvoir repérer en fait ces périodes-là dans leur cycle, de savoir à quel moment elles vont être peut-être un petit peu plus gênées ou à quel moment il va falloir faire plus attention. Donc oméga 6, oméga 3, les premières choses à vérifier sur la question de la sécheresse. Et puis après, du coup, sur la régulation de ce qu'on appelle le climat œstrogénique. Donc c'est dire, bon, ben voilà, il y a les variations hormonales des œstrogènes naturels de notre corps. Et puis pour mille et une raisons, il peut y avoir certains déséquilibres.
Et bien là-dessus, avec tout ce qui est phytothérapie, on va avoir vraiment des leviers pour aller justement travailler sur cette imprégnation œstrogénique. Et puis, s'il y a une hyper-œstrogénie ou une hypo-œstrogénie ou une hyper-œstrogénie relative, aller justement moduler et réguler avec les compléments alimentaires, la phytothérapie. Il faut un petit peu de patience, hein, c'est des suivis qui peuvent prendre plusieurs mois, mais d'expérience c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'être bien à l'écoute de son corps, de mieux découvrir et de mieux connaître son cycle, et puis du coup de viser aussi, voilà, dans les périodes où on sait qu'il peut y avoir plus de vulnérabilité, et du coup de prendre les bonnes décisions et les bonnes actions au bon moment. Donc Alors, en tout cas c'est très complémentaire et ça va vraiment... parfois ça suffit pas, hein, c'est clair, voilà. oui, non. Mais en tout cas, ça peut vraiment être très complémentaire et ça peut être aussi une vraie découverte du fonctionnement de son corps. D'accord. Est-ce que c'est un principe de prise, par exemple, de micronutriments ou de nutriments en continu, ou est-ce qu'on va agir de manière ponctuelle? Et bien justement, voilà, c'est tout à fait ça, justement. On ajuste le protocole en fonction de ce qui est ressenti et de ce qui est vécu. Mais on peut tout à fait justement mettre les compléments alimentaires dans cette période où les oestrogènes vont être au plus bas. Et donc on démarre quelques jours avant les règles et puis jusqu'à la fin des règles. Et on sait que sur cette période-là, voilà, les oestrogènes sont au plus bas. Donc on va moduler l'imprégnation oestrogénique avec la phytothérapie, avec les compléments alimentaires. Si tu me permets de rajouter aussi une chose, c'est la thérapie hormonale qu'on appelle chez nous en Italie la TES, la thérapie hormonale et sostitutiva. Alors, THS, voilà, en français, la thérapie hormonale substitutive, substitutive, ouais. qui est un traitement super intéressant s'il est bien évidemment préconisé par un médecin. Le traitement hormonal, on ne l'achète pas de Amazon, on ne l'achète pas d'une parapharmacie et on ne le ramène pas d'un proche qui nous envoie des trucs des États-Unis d'Amérique. C'est un traitement médical, tout comme le Viagra, tout comme je ne sais pas quoi. Ce ne sont pas des médicaments avec lesquels on joue, parce que malheureusement, il y a des gens qui prennent comme ça des médicaments à l'arrache, de n'importe comment et de chez n'importe qui, notamment aussi comme pour la pilule. Donc ce sont des médicaments qui servent à faire des choses, notamment le traitement hormonal aujourd'hui est un traitement qui donne des résultats qui sont super intéressants. N'hésitez pas de parler avec votre médecin gynécologue pour pouvoir justement avoir conseil et bien évidemment avoir toujours un suivi diététique avec ces hormones pour ne pas avoir soit des problèmes de surpoids, soit des problèmes de sous-alimentation, etc., etc. Mais c'est important aussi de les introduire quand on est en train de traiter par exemple un protocole d'atrophie vulvo-vaginale ou un syndrome de ménopause ou post-ménopause. Alors moi du coup j'ai aussi des demandes de femmes qui me disent je veux pas prendre le traitement hormonal substitutif ou alors je le supporte pas bien. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là il y a des protocoles aussi de micronutrition qui permettent d'ajuster, de moduler, d'adapter et de retrouver un confort pour pas être pénalisé quotidiennement par les bouffées de chaleur, Bien. retrouver un sommeil de qualité. Donc je dirais que là-dessus, moi j'ai à cœur de garder une grande souplesse et d'utiliser tout l'éventail possible de la médecine conventionnelle, moderne, et puis voilà, de toutes les choses aussi qu'on peut mettre en place autour et par ailleurs, et que chacune trouve en fait voilà, ce qui va vraiment lui convenir au Bien bon entendu. moment de la période. L'objectif principal de la prise en charge étant de pouvoir faire du chemin vers le patient avec son profil personnel, et on a de plus en plus de patientes qui ne veulent pas prendre de contraception orale, qui ne veulent pas prendre d'hormones, qui ne veulent pas prendre de traitements hormonosubstitutifs médicamenteux, pour plein de raisons. Il y en a d'abord qui peuvent avoir des contre-indications, ça existe, et puis il peut y avoir une forme de défiance par rapport à ces prises en charge aujourd'hui. C'est pas notre travail de renvoyer ces personnes sans leur proposer d'autres solutions, puisque c'est notre métier de pouvoir trouver un terrain de confiance et d'entente avec nos patientes, de la même manière que certaines personnes ne veulent pas entendre parler ou sont contre certains types d'interventions par des traitements conventionnels, avec parfois finalement des raisons qui peuvent être tout à fait justifiées. Donc à nous de replacer tout ça dans un contexte et de ne pas renvoyer comme ça, claquer la porte au nez des patients qui ne voudraient pas se plier au dogmatisme de la médecine allopathique.
Alors là-dessus, en fait, moi j'aime bien utiliser cette image dans les traitements hormonaux, qu'ils soient contraceptifs ou pas. C'est vrai qu'il y a des dosages hormonaux qui sont forts, donc parfois ça règle les problèmes, et puis en fait c'est super parce que c'est la solution, et donc c'est génial. Et puis parfois il peut y avoir des effets secondaires, soit qu'on redoute, soit certains traitements hormonaux qu'on n'a pas supportés. Et donc dans l'accompagnement en micronutrition, on va travailler beaucoup plus par petites touches. Donc il faut se laisser plusieurs mois pour observer, moduler, voir les moments du cycle ou les moments où on va avoir plus besoin d'une chose ou d'une autre. Donc parfois c'est pas suffisant, et puis on dit j'ai essayé, voilà. Mais parfois ça permet de retrouver un niveau de confort qui est satisfaisant, voire extrêmement acceptable et confortable. Et en tout cas, ce que je sens moi dans les clientes que j'accompagne, c'est que du coup il y a aussi tout un travail de connaissance de soi qui est très intéressant, et qui permet d'être à l'écoute de son corps et d'être mieux connecté. Le mot est un petit peu c'est le facteur de sa prise en charge. Mais en tout cas il y a une vraie connaissance une meilleure connaissance de son corps, et ça et chez les femmes, c'est assez chouette comme expérience. Bien sûr. Chez les patientes, on se rend compte effectivement qu'il y a des patientes qui vivent mal dans leur corps, et pas seulement dans leur corps d'ailleurs, au niveau organique, mais même au niveau de la qualité du sommeil, ou des effets secondaires de diverses interactions hormonales. Et donc bien sûr, rééduquer en profondeur un système, même si ça prend un peu plus de temps, c'est une demande qui permet aux patientes d'être actrices de leur prise en charge, et donc forcément de dépendre un petit peu moins de solutions qui, d'après même les recommandations les plus actuelles, sont forcément limitées dans le temps. Et comme on vit de plus en plus longtemps, et qu'on a normalement le droit à une santé sexuelle pendant plus d'années, il faut savoir que les traitements hormonaux ne peuvent pas être donnés ad vitam aeternam. Ils ont forcément des durées de traitement. Après, il faut pouvoir les arrêter, et du coup il faut quand même avoir des solutions. Donc effectivement, accompagner un processus, ça permet plutôt de pouvoir se sentir moins dépendant d'une prise en charge un peu chimiothérapique, un petit peu agressive, et donc de trouver des solutions plus naturelles. Donc c'est très intéressant d'incorporer la micronutrition dans la prise en charge. C'est moi juste un problème technique. Parce que ça veut faire doublant. Non, c'est intéressant, c'est un effet sonore, ça, ouais. Je voudrais rebondir aussi sur un sujet des bouffées de chaleur, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie de traitement des bouffées de chaleur, c'est la radiofréquence. C'est quoi la radiofréquence en général? C'est quand on donne des ondes de chaleur au niveau des cellules de la muqueuse vaginale et de la muqueuse vulvaire, pour stimuler la sécrétion des fibroblastes et du collagène. Les fibroblastes et les collagènes sont des cellules, plutôt les fibroblastes sont des cellules qui nous donnent plus de vie, plus de vitalité et plus d'aération et d'oxygénation. Le collagène est un constituant qui est super intéressant, vous savez très très bien pourquoi par rapport à notre corps. Donc la radiofréquence nous permet d'avoir cette stimulation par rapport à cette région-là, qui est une région très sensible et aussi très sensible à la chaleur, ce qui permet de rajeunir cette partie-là et de donner plus de push pour avoir moins de bouffées de chaleur. Quand on parle d'un rajeunissement vaginal et un rajeunissement vulvaire, cela ne veut pas dire le rajeunissement du visage où on fait un lifting. On ne lifte pas la vulve avec de la radiofréquence, mais plutôt on la rajeunit physiologiquement pour qu'on puisse lui donner plus de push, pour qu'elle puisse arriver à sécréter plus de collagène, plus d'acide hyaluronique intrinsèque, pour qu'elle puisse avoir une bonne hygiène de vie par rapport à la femme qui est là. Donc c'est très intéressant. On arrive en traitant localement, tu me dis si c'est bien ça le concept, on arrive en traitant localement au niveau vulvo-vaginal, à avoir des effets physiologiques systémiques, globaux, sur les bouffées de chaleur. Absolument. C'est donc très très intéressant. Et c'est l'intérêt justement de la radiofréquence aujourd'hui. D'accord, donc là, on aborde aussi, là, et on a une information qui est très intéressante à relever, puisque on était
un petit peu parfois un peu mise en échec dans la prise en charge globale des problématiques de bouffées de chaleur, et on est obligé parfois d'avoir des traitements symptomatiques qui marchent plus ou moins bien et qui sont plus ou moins bien tolérés. On arrive là, en traitant localement, à avoir une action systémique sur les bouffées de chaleur, donc très intéressant. Et avis aussi à tous nos confrères qui nous écoutent, c'est pas une critique, mais on est entre confrères. Si une femme vient chez vous pour des bouffées de chaleur, ne dites pas que ça va passer, madame, c'est l'âge, il faut supporter, madame, c'est normal, ceci et cela. Non, parce que je ne vous souhaite pas vivre les bouffées de chaleur. Je les ai jamais vécues, je ne les vivrai pas, heureusement pour ma gueule, mais c'est très désagréable pour une femme. Donc du coup, ne l'envoyez pas se balader en disant « Madame, vous êtes en train d'exagérer » ou un antidépresseur ou un anxiolytique « Madame, pensez à votre corps », etc. Non, c'est un vrai signe, c'est très désagréable pour une femme de vivre ces bouffées de chaleur. Et aujourd'hui, il y a une solution justement de traitement de ces bouffées de chaleur, donc je ne peux pas l'envoyer dans la nature. Ce n'était pas une critique pour mes confrères, mais plutôt juste pour vous parler de l'innovation maintenant que nous avons dans la gynécologie fonctionnelle et la gynécologie esthétique. Alors, y a-t-il des tendances en gynéco-esthétique? Être à la mode dans son intimité? Ah, Question. alors là, Ça me rappelle quelque chose. Ah ah, question. alors, Samad, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des tendances? J'ai pas suffisamment d'expérience sur le terrain. Je ne connais pas les tendances. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, je connais pas les tendances. Bon. Je peux t'en parler aussi même pour l'andrologie. Hein. Il y a des tendances de partout. Andrologie, gynécologie et aussi déglutée. Alors, je pense que Mais on pour comprend. l'andrologie, je pense que je suis dans les tendances. Là, franchement, là, je connais pas. Alors, ça me rappelle une patiente asiatique qui est venue chez moi en consultation en Suisse, à Lugano. Elle m'avait dit, docteur, je vous traduis, docteur, je veux avoir une vulve en forme de cœur. Ah. Je dis, madame, cœur, comment? Un cœur avec des oreillettes et des machins, ou un cœur genre Saint-Valentin? Elle me dit non, un cœur genre Saint-Valentin. Bon, j'ai fait le maximum parce que ça c'est de l'esthétique, c'est pas du fonctionnel. J'ai essayé d'injecter un peu plus vers le sommet pour qu'elle puisse avoir une forme qui va convexe plutôt, qui donne plus de volume vers le cœur et qui va... J'adore comment il me voit, comment il me regarde. Non, j'écoute. Il écoute les tendances. Je veux savoir combien tu as injecté de ml sur la partie supérieure. Alors, je suis parti sur 2 seringues au niveau de la partie supérieure de chaque, et puis j'ai mis une seringue de part et d'autre au niveau de la partie inférieure. Bon, c'était un caprice. À un certain moment, il va falloir aussi qu'on sache qu'on n'est pas en train de faire du charlatanisme, on est en train de faire de l'esthétique, on est en train de faire de la médecine esthétique. Les choses qui sont réalisables, je veux bien. Mais qu'on me vienne pour me dire je veux une forme en Cupidon ou en forme en Vénus. Très dur en hippocampe. Voilà. Donc voilà. Du coup, oui, il y a des tendances Sandrine actuellement, comme pour toutes les tendances pour les lèvres. À un certain moment, c'était Russian lips. Maintenant, il y a les Parisian lips, les lips à la parisienne. Bientôt, on va voir les lips peut-être à la kenyenne ou à la congolaise, je ne sais pas quoi. Mais bon, je pense, et docteur Michael, je pense qu'il est d'accord aussi avec moi, qu'il va falloir qu'on respecte quand même l'éthique en tant que médecin, parce qu'on est en train de faire et de pratiquer de la médecine. On n'est pas en train de faire du charlatanisme et en train de faire de l'esthétique. Ce ne sont pas des angles qu'on met sur nos angles, des faux angles. Je peux mettre des cœurs ou je peux mettre je ne sais pas quoi. C'était pour l'anecdote, mais c'était vrai. C'était un cas que j'ai reçu d'une chinoise qui est venue chez moi en Est-ce qu'il y a quand consultation. même une tendance dans une proportion de femmes qui ne présenteraient pas d'atrophie vulvaire et qui voudraient quand même se faire injecter? Est-ce que toi tu étais au fait d'une tendance comme celle-là? Il existe quelque chose C'est plutôt une indication médicale. Ça me rappelle encore une fois, rien que ça fait 2 semaines, j'ai reçu une femme qui est une sportive, qui monte à vélo,
tout le temps, et puis elle a cinquantaine, elle n'a pas de grosses lèvres. Elles sont complètement effacées, mais vraiment complètement effacées. J'avais même du mal à trouver le lobe supérieur de la grosse lèvre pour pouvoir l'injecter. De la grande lèvre, pardon. C'est l'italien. de la grande lèvre, merci de me corriger, pour arriver à trouver le niveau. Là, c'est une indication vraiment médicale, oui, tout à fait. parce que l'effacement des grandes lèvres peut constituer un problème par rapport à son incontinence, même urinaire, oui. et qui peut avoir des répercussions fonctionnelles qui sont quand même assez désagréables. Tout à fait. Donc, là, c'est une indication qui est tout à fait. médicale. Non. Alors, on a donc dans l'atrophie des grandes lèvres, hein, c'est une problématique évidemment qui n'est pas uniquement esthétique, qui est même finalement, c'est pas le plus important le côté esthétique, c'est évidemment ça a des conséquences fonctionnelles. Hein, donc ça on a bien compris. Ceci étant, comme on connaît l'étendue et parfois le débordement un petit peu des indications, donc voilà, c'était une question qu'on pouvait éventuellement trouver pertinente, c'était de savoir, en dehors de la réelle indication médicale, qui est l'atrophie vulvaire, l'atrophie des grandes lèvres, à ce moment-là, évidemment, on a des produits pour corriger ça, et ça, c'est une indication complètement médicale. Alors, on voulait savoir s'il y avait quand même des femmes qui n'avaient pas d'atrophie et qui voulaient éventuellement se faire traiter les grandes lèvres au niveau vulvaire. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une tendance, une mode? Et pour le savoir et éventuellement qu'on soit acteur de cette prise en charge. Pourquoi? Parce que comme dans beaucoup de prises en charge en esthétique, si nous, on ne fait pas l'effort de comprendre les tendances, et on le voit pour les lèvres au niveau du visage chez les jeunes femmes, eh bien d'autres le feront pas bien et à notre place et dans des mauvaises conditions. Donc je pense que ça fait partie de notre métier aujourd'hui de prendre en considération les tendances, parce que la médecine esthétique, ça s'intègre aujourd'hui dans des tendances de mode, et que nous, on doit vivre avec notre génération, l'accepter, le prendre en charge pour éviter, pour pouvoir rentrer dans un rapport de confiance et éviter du vagabondage ou des patientes qui vont aller faire des choses en dehors de conditions professionnelles, ce qu'on voit de plus en plus. Donc c'est aussi notre mission hein, en tant que professionnel de santé, de comprendre qu'effectivement, on ne doit pas renvoyer les patientes, et en particulier les jeunes, parce qu'elles trouveront une autre solution d'arriver à leur fin. Donc si ça existe, on doit s'en occuper. C'est clair. Alors, on a une question. Quelle solution pour les bouffées de chaleur proposez-vous? Alors, on y a un petit peu répondu déjà. On nous a rejoint. Alors, Samad, je te laisse nous réexpliquer. Une question de Fatih. Voilà. Quelle Alors, solution pour les déjà, bouffées de chaleur? elle a quel âge? Et son histoire de, je dirais pas son histoire de maladie, mais plutôt son histoire médicale, elle est comment? Parce qu'il va falloir qu'on élimine aussi tout ce qui est en lien avec des problèmes de dysthyroïdie, des problèmes de maladies de système comme le lupus, etc. Donc c'est pour cette raison qu'un examen médical complet est super important, comme aussi pour prendre une pilule, parce que je reçois beaucoup de questions sur quelle est la pilule qui est la plus adaptée pour moi. C'est pas un chocolat. C'est pas des meringues super bonnes à Saint-Germain que j'aimerais bien aller pour prendre. Je salive. Saint-Germain, moi j'en entends parler souvent. Hein, Voilà. C'est un corps et il va falloir faire un examen physique complet et un examen clinique pour voir et éliminer toute autre cause. D'abord de chaleur avec son langage, et puis par la suite, comme on avait dit, c'est une prise en charge qui est polydisciplinaire. Ça va du médecin diéto vers le gynécologue, vers le gynécologue fonctionnel, le sexologue, mais également parfois vers le médecin généraliste. Mais en général, il y a maintenant une révolution par rapport à ce traitement de bouffée de chaleur qui est dû à une ménopause ou à une préménopause. J'ai bien parlé de la technique de radiofréquence, qui est une technique qui donne de la chaleur pour les cellules de la partie vulvo-vaginale, pour les stimuler à sécréter plus de collagène et stimuler aussi à avoir un équilibre hormonal qui, de point de vue systémique, donne des résultats extraordinaires. Voilà, deuxième grand volet qu'on avait abordé, donc pour répondre rapidement, c'est la micronutrition qui permet une analyse
assez précise des problématiques de bouffées de chaleur en fonction du cycle, si le cycle existe encore, et qui permet, grâce à la micronutrition, de réguler un petit peu un système hormonal qui est déséquilibré vers un versant ou vers un autre, pour dire les choses, redire les choses de manière assez rapide. Donc oui, par exemple, la micronutrition associée à un traitement local peuvent suffire, dans un certain nombre de cas, à régler des problèmes de bouffées de chaleur. Il y a d'autres prises en charge, hein, bien entendu, et comme le disait Samad, on va devoir s'adapter à chaque personne qui va présenter sa problématique forcément de manière différente. Autre question, la question du Graal. Peut-on parler de bien-être sexuel et comment y parvenir? Oui, on peut parler de bien-être sexuel, évidemment. Non, je vois que tu veux me laisser répondre. Non, je vais répondre, t'inquiète. Non, mais il faut savoir une chose, c'est que le docteur Michael est un médecin que j'adore, que j'admire, de point de vue professionnel et aussi personnel. Et je suis tellement, parce que tout le monde se dit que je suis une personne, se dit en arabe, une personne qui n'a pas honte et machin et tout, mais quand il s'agit de certaines choses qui sont en lien avec la pudeur, j'ai vraiment honte de lui, quoi. Mais bon, là, je traite de la santé sexuelle, je peux parler. J'ai plus de confort de parler avec Sandrine qu'avec Dr Michael sur certaines choses intimes. Mais bon, alors le bien-être sexuel est un droit que chaque personne devrait avoir. Quand je parle de bien-être sexuel, cela ne veut pas dire essentiellement avoir des rapports sexuels avec une autre personne ou je ne sais pas quoi, mais c'est de se sentir bien de point de vue sexuel. Parce que je peux être une personne asexuelle et me sentir super bien. Comme je peux être une personne qui est intersexuelle ou cissexuelle et me sentir encore mieux. Le bien-être sexuel ne devrait pas se limiter au partenaire. Le bien-être sexuel vient de chez vous, premièrement, et je le complète avec la présence du partenaire. Parce que si je n'arrive pas à connaître mon orgasme, mes fantasmes, mes points de sensibilité, le point J, ça n'existe pas hein, entre nous, c'était mon sujet de PhD. Le point J, ça n'existe pas, c'est un point commercial, c'est un point de marketing, ça n'existe pas. Le point J, c'est partout, de la tête aux pieds, entre parenthèses. Donc, il ne faut pas aller chercher ce point J-là, et je vois des femmes avec leurs hommes qui, encore, va un petit peu vers la droite, un peu vers le haut, comme si c'était un GPS qui est en train de chercher un point J. Le point J, ça n'existe pas. N'allez pas le chercher, parce que c'est un point virtuel, et c'est un point de marketing. Le plus important, c'est de se connaître sexuellement. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de le dire depuis 2007, depuis la nuit des temps, je disais toujours qu'il faut connaître son identité sexuelle, connaître qui vous êtes sexuellement, connaître vos fantasmes, connaître vos limites, connaître toutes les choses qui sont en lien avec votre aspect d'abord personnel pour partager votre sexualité avec les autres. Donc le bien-être est un droit. Vous avez le droit d'être bien sexuellement. Personne ne peut vous limiter et personne ne peut vous interdire d'être bien sexuellement. Merci. Ça a plu. Moi, je connais point S. Le point S existe. Donc, on pourrait parler du point S comme S comme sexuel, qui est un. Donc, voilà, mais le point G, donc ça n'existe pas. Ça me rassure parce que moi, je cherche mon point G. Mais ça n'existe pas. Non, mais je te promets, il y a des femmes, les pauvres, elles me disaient tout le temps. Je suis avec mon homme, il n'a pas arrêté de chercher. On y allait un peu vers le haut, vers le bas, machin et tout. Non mais attends, tu conduis pas une Porsche là ou une Fiat 500. Il n'y a pas de point J, il n'y a pas de point G. Le point G, c'est partout au niveau de votre corps. Donc voilà, donc la question c'était peut-on parler de bien-être sexuel? Bien Comment entendu. y parvenir? Bien entendu, donc comment y parvenir, Samad vient juste d'en parler. Voilà. Évidemment, c'est multifactoriel. Hein. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Ça, c'est très important. Et c'est un petit peu, pour résumer ce que vient de dire Samad, comment y parvenir? Eh bien, soit on a la possibilité de se sentir bien dans cette sphère-là de notre santé, soit effectivement on peut réussir des fois à dialoguer. Je pense que le plus compliqué, c'est probablement de consulter,
de réussir à verbaliser un mal-être. Et Ou un ensuite, besoin aussi. ou un besoin. Et nous, après, on a des solutions à proposer et qui sont souvent pas toujours en corrélation ou celles que les patients pourraient se figurer eux-mêmes dans justement leur intimité. Nous, on peut réussir parfois à identifier une problématique qui peut paraître non liée au départ, et qui pour autant peut être tout à fait en rapport. Et donc c'est là qu'intervient toute la sphère émotionnelle, toute la sphère de la vie passée, toute la prise en charge en psychologie aussi, pour essayer de comprendre, identifier les problématiques. C'est ça notre travail. Oui, et moi j'ai envie de tout à fait confirmer ce que tu dis, hein, quand il y a un courant qui passe bien avec un médecin ou un thérapeute, de ne pas hésiter à mettre sur la table les sujets, les problématiques, parce que soit ça peut se traiter dans le cadre thérapeutique tel qu'il est, soit le médecin ou le thérapeute peut renvoyer vers des confrères, des consoeurs, et avoir des idées. Et en tout cas, entre les différentes disciplines de médecine, il y a aussi beaucoup de choses qui se croisent et qui peuvent impacter les unes et les autres. Et parfois, en prenant en charge seulement une, finalement, on n'améliore pas l'autre. Et si on a pris en compte les deux problématiques, et ben finalement, on les règle, on avance beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement. Donc, ne pas hésiter auprès d'un médecin ou d'un thérapeute. Il y a un point aussi super important sur lequel je veux rebondir, c'est que la femme aussi éjacule. C'est que la plupart maintenant le savent, mais il y a des gens qui disent que est-ce que la femme vraiment éjacule? Ben oui. Et elle a besoin plus de temps pour éjaculer. C'est pas comme l'homme qui peut éjaculer au bout de 5-10 minutes grand max. Il n'y a pas un homme qui éjacule au bout d'une heure, sinon il a un problème. Et il doit me consulter sur ça. C'était pas une publicité, mais plutôt une recommandation. Mais les femmes éjaculent aussi. Elles ont juste un temps d'orgasme, ou plutôt d'arriver vers l'orgasme qui est un petit peu plus lent, que je demande à tous les hommes qui sont en train de nous regarder de tenir ça en considération. Deuxième des choses, et qui est une fausse idée, bien que ce n'est pas la femme, mais ça concerne aussi la femme, l'homme ne devrait pas être en érection depuis le début du rapport sexuel. J'ai reçu pas mal de couples qui me disent que j'ai un problème de dysfonction érectile parce que mon homme n'est pas en érection au moment des préliminaires. Ah ben, il peut ne pas être en érection au moment des préliminaires. Le plus important, c'est d'avoir une érection au moment de la pénétration. Donc cet homme ne souffre pas de dysfonction érectile, mais c'est un homme qui a une histoire, ou plutôt une personnalité sexuelle qui est faite ainsi. Donc ce n'est pas une dysfonction érectile, chers hommes et chères femmes, si vous n'arrivez pas à avoir une érection complète au moment des préliminaires. Je tenais quand même à le dire. Autre question. L'hyperpigmentation intime. Est-ce qu'on peut en parler? C'est Bien quoi? Ça concerne qui? Et y a-t-il une prise en charge globale pour le traiter ou pas? Alors, je parle déjà d'un grand syndrome qui est le syndrome de l'ovaire polykystique. C'est un syndrome où on a un problème au niveau des ovaires et on a 3 signes et symptômes essentiels que sont un problème au niveau des hormones, un problème au niveau de la pilosité. Ce n'est pas un syndrome de Cushing, mais plutôt une pilosité qui est un petit peu de partout. Et on a aussi un problème psychologique qui vire aussi vers les dépressions avec un problème d'obésité. Dans ce cas de figure, on peut avoir une hyperpigmentation au niveau de la région essentiellement vulvo-vaginale qu'on peut traiter avec un traitement esthétique qui se base sur un peeling qui est un peeling chimique. Ce peeling chimique se fait chez le médecin, il ne se fait pas chez l'esthéticienne parce que c'est très délicat à manipuler, et puis ça se fait chez le médecin dans son cabinet. À part le syndrome de l'ovaire polykystique, je peux avoir une hyperpilosité qui est due à l'âge, qui est due à la nature, qui est due à l'origine ethnique de la personne, etc. Ce n'est pas une obligation d'aller de faire une dépigmentation et d'avoir ce qu'on appelle un éclaircissement des parties intimes. Mais si la patiente est demandeuse, encore une fois, ça c'est de la médecine esthétique, sachez qu'il y a une solution et on peut faire une dépigmentation au niveau de cette zone intime, mais encore une fois, ça ne se fait pas chez l'esthéticienne, s'il vous plaît, parce que j'ai vu pas mal de cas qui sont partis chez des esthéticiennes, qui ont utilisé des produits qui sont quand même très nocifs.
à base de TCA parfois, et qui donne des irritations et des inflammations qui virent vraiment très très mal par la suite. Donc c'est un traitement qui existe et qui se fait chez le médecin esthéticien. Ok. Alors, une question concernant les femmes post-accouchement. Est-ce qu'en gynéco-esthétique, on peut traiter les cicatrices? Bien sûr, bien évidemment. Alors, on peut traiter et les cicatrices comme on peut traiter la dilatation du canal vaginal, encore cette fois-ci, soit avec un protocole qu'on appelle le protocole N-Rose, qui est l'injection de filler au niveau du canal vaginal avec de la radiofréquence, comme on peut aussi faire des séances de lagère pour rétrécir le canal vaginal postpartum. Et quand on a des reprises de l'épisio, etc., on peut reprendre ça en charge avec l'approche de médecine ou plutôt de gynécologie esthétique. Donc oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames, à poser? Excusez-moi, je me permets, vous parlez beaucoup, donc c'est intéressant de vous voir tous les trois pour échanger sur la pluridisciplinarité de chaque fonction. On oublie peut-être aussi la partie psychologique que vous traitez sans doute avec chacun de vos spécialités, mais est-ce que ça ne serait pas important justement d'être dans une appréciation globale et notamment psychologique de tout ce que vous dites? Bien sûr, Maya. On a ici au Centre MIA Lucienne Sultan, qui est psychothérapeute, hypnopraticienne, et qui nous aide énormément dans la prise en charge des patients de manière globale, car plus spécifiquement dans certaines problématiques de santé, et la santé sexuelle et génitale en fait partie, évidemment l'accompagnement au niveau de la vie émotionnelle et de la prise en charge en psychothérapie est fondamental pour pouvoir permettre aux patientes d'avancer. Alors évidemment, on a tous une sensibilité très plus ou moins marquée en tant que praticien, mais c'est vrai que ici au Centre MIA, les patients ne se réunissent pas par hasard ou par nécessité municipale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, effectivement, on a un profil soignant qui fait qu'on a une humanité, je pense, et une qualité d'écoute qui nous caractérise, chacun d'entre nous autour de cette table. Mais bien sûr, il manque notamment Lucienne, qui est un membre actif de notre équipe et qui fait un travail exceptionnel en termes de prise en charge en tant que psychothérapeute, bien sûr. Et en tant que sexologue, le volet psychologique est un volet qui est super important. C'est pour cette raison que j'avais bien précisé que la consultation sexuelle est une consultation primordiale avant d'entamer n'importe quel traitement esthétique au niveau de la partie intime. Quand on parle de traitement ou d'approche ou d'accompagnement psychologique des patientes en termes de sexologie, on parle de tout ce qui est d'abord identification, représentativité qu'a cette patiente par rapport à son corps et par rapport à son corps sexuel. Donc l'approche psychologique est une partie intégrale qu'on ne peut pas éliminer de toute façon de n'importe quelle discipline et de n'importe quelle spécialité, et encore plus pour le volet sexuel et le volet de gynécologie fonctionnelle et esthétique. Oui, et je rajouterais, vous êtes complètement professionnel et venant de vous, en tout cas de docteur Marguliez, j'ai aucun doute, mais sur certains praticiens qui pourraient ne pas trouver de limite déontologique, est-ce que, alors je ne parle pas du cœur par exemple ou d'autres exemples, je pense que des fois il doit y avoir des demandes assez extraordinaires, est-ce que sur certaines demandes esthétiques, chaque praticien peut trouver une limite ou c'est un peu au gré des clientes et au gré de ce qu'elles souhaitent faire? Comme je l'ai vraiment précisé, on est mené par une éthique médicale. On est des médecins, pas des charlatans. Quand j'ai parlé du cœur, parce que je voyais que c'était super réalisable et ça faisait plaisir. Non, mais je l'ai dit parce que ça me tient à cœur de le dire. Mais par exemple, pour les interventions que je fais, par exemple pour les glutées, pour les injections de filler au niveau des fesses, il y a certaines patientes qui viennent avec des résultats extraordinaires. Il faut savoir que c'est une région anatomique, c'est pas un sac. Et un sac en caoutchouc qui peut être dilaté comme vous voulez. Il y a des muscles, il y a des paquets vasculo-nerveux et il y a aussi une réaction chimique qui est super importante à respecter. Par exemple, au niveau des fesses,
je ne peux pas dépasser 220 ml d'injection de filler. Il y a certains confrères qui sont allés jusqu'à 300-400 ml et qui ont eu quand même des complications. Il ne faut pas aller avec les caprices d'un patient ou d'une patiente. Il faut accompagner ce patient, c'est-à-dire être avec de telle sorte à ce que ce patient soit dans la possibilité et dans la capacité d'être convaincu d'abord, et puis par la suite, c'est vous le maître décideur de votre acte et de votre geste. Parce que sachez que au départ, ils sont toujours là, si agréables, si souriants, je veux faire ceci, je veux faire cela, parfois même au-delà de la normale. Et quand il y a une complication, ils ne sont plus agréables et gentils comme au départ. Hein. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, de point de vue encore une fois éthique, on ne peut pas faire des choses qui sortent du réel ou qui sortent essentiellement de l'ordinaire. Parce que le corps est une partie anatomique, ce n'est pas le vide. Je pense qu'il y a une nécessité pour nous de comprendre la vraie demande. Donc sur toutes les demandes qui sont trop décalées par rapport à une forme de réalité médicale, nous on a l'avantage de voir quand même pas mal de profils patients très différents. Il faut qu'on aille au-delà. C'est-à-dire que si on a une demande qui nous paraît décalée par rapport à la normale, il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui la motive en réalité. Et 9 fois sur 10, en fait, c'est juste un problème de focalisation, de cristallisation, d'identification vers la mauvaise problématique. Donc on recadre le patient et on essaie de comprendre avec lui quelle est vraiment quelle est sa vraie problématique. Parce qu'elle est rarement elle est pas, quand les demandes sont disproportionnées, c'est qu'elles sont juste décalées par rapport au vrai problème. Donc, de la même manière, c'est pas à nous, notre rôle, je pense, c'est de repositionner les choses, de rentrer dans un rapport de confiance, d'essayer d'identifier la vraie problématique. Souvent, c'est pas celle-là, et donc on va répondre en fait au vrai problème. Et les patients, dans ces cas-là, au lieu de les récuser ou de dire OK à leur demande quand elle est finalement plus justifiée, on va pouvoir ensemble créer une équipe, un rapport de confiance avec le patient pour essayer de trouver quelle est la vraie demande, quel est le vrai problème et tenter d'y répondre. Et là, c'est là aussi la force des prises en charge intégratives, c'est-à-dire que ça permet de faire les choses, la part des choses, entre ce qui relève du psychologique et ce qui relève du physiologique. Et ça, moi, c'est une problématique que j'aborde souvent dans les accompagnements. On me dit, mais je suis addict au sucre, ou je ne peux pas m'empêcher de manger, ou j'ai un problème psychologique, etc. Je dis, bon, bah, alors attendez, écoutez, on va voir, on va faire une prise de sang, on va faire un bilan biologique, on va voir ce qui manque, on va vous complémenter, et puis dire, bah, comme ça, vous cochez la case du physiologique, en fait. Mais si vous manquez de tel et tel, c'est normal que vous ayez des compulsions glucidiques l'après-midi, que vous ne puissiez pas vous retenir de manger du sucre. S'il y a des tensions quotidiennes, c'est votre façon de compenser. Mais en tout cas, de pouvoir faire la part des choses à un moment et de dire bon ben voilà la demande que j'adresse à Doc Samad, à Michael ou à Claire, et puis de dire bon bah ok, on avance dans la réflexion, dans le raisonnement, en disant bon bah ça relève du physiologique, ça relève de l'esthétique, ça relève du sexo, et puis oui, il y a aussi évidemment l'aspect psychologique. Tout à fait. Je parle de ce débat parce que je trouve qu'il y a un retard peut-être en France sur justement le fait de regrouper plusieurs disciplines et de pouvoir le proposer aux clients comme vous le faites aujourd'hui, ce qui est très bien, mais ça manque beaucoup en fait dans les centres de soins. Ça pourrait être pour tout, pour les dents, pour tout. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'en médecine gynéco-esthétique, il y a également des dangers est-ce qu'il y a une prévention? Est-ce qu'il y a un message de prévention à donner aux patientes? Comme tu disais, Samad, par exemple, n'allez pas chez l'esthéticienne pour faire un peeling au niveau des parties génitales. Est-ce qu'il y a un risque aussi? Est-ce qu'il y a des risques à éviter auprès des plus jeunes, justement, des choses à ne pas faire auprès de personnes peut-être qui ne sont pas dédiées pour ce type de pratique et d'intervention? Bien évidemment qu'il y a un risque. Important ce n'est pas une discipline sans risque et ce n'est pas une médecine aussi sans risque. Un exemple, je ne referai par exemple jamais des grandes lèvres d'une jeune femme de 18 ou de 19 ans si elle n'a pas d'indication. Jamais de la vie.
pour l'unique raison que, d'abord, elle n'en a pas besoin. Anatomiquement, je ne peux pas jouer sur la consistance et la tonicité de cette partie intime. Et puis c'est encore jeune de pouvoir faire une labioplastie ou quelque chose dans le genre s'il n'y a pas une indication médicale sur ça. Le risque, il est toujours là parce que tout le monde se dit ouais, c'est des injections, on injecte et puis c'est bon. Ben, attendez, si vous injectez, vous êtes sur une veine ou sur une artère, c'est pas rien. C'est des complications qui sont quand même majeures. Comme les gens qui te disent, bon, je vais aller dans un pays, j'évite de le dire parce que maintenant c'est la tendance, je vais faire de la liposuction et puis par la suite je vais prendre de la graisse et je vais l'injecter, ça va être super et je vais avoir de très bons résultats. Ah ben, madame, vous savez très très bien que si vous injectez de la graisse par exemple au niveau du derrière pour faire du BBL, si cette graisse n'est pas bien injectée ou plutôt elle est faite comme ça à l'arrache, vous risquez d'avoir des embolies pulmonaires et puis vous risquez de passer. Parce que si je touche une veine ou je touche un vaisseau quelconque, je risque d'avoir des complications qui sont quand même très très dangereuses. Donc ce n'est pas uniquement une injection et puis je vais directement pour remplir. Non, il va falloir que je sois d'abord médecin, que j'ai la technique d'injection et que je sache mes limites aussi par rapport à ces injections. Et puis la capacité qu'on a de gérer d'éventuelles problématiques au moment des actes sur le moment ou le lendemain ou le surlendemain qui peuvent être des complications infectieuses, thromboemboliques, on vient d'en parler, ou autres. C'est notre métier de gérer aussi bien sûr les complications. Puisque personne n'est infaillible, mais la différence c'est que nous on est formés pour gérer les actes et gérer éventuellement les complications, soit nous-mêmes, soit dans un réseau de soins qu'on connaît, qu'on pratique au quotidien. Donc bien sûr tout ça doit être complètement balisé du début jusqu'à la fin, que ce soit pour le visage, les cheveux, le cuir chevelu, le corps. On est dans des problématiques de santé et donc il n'y a pas de geste invasif sans risque. Tout ça est très très bien codifié normalement et donc c'est pas par hasard si les choses sont codifiées de cette manière-là. Ne vous faites pas traiter par des gens qui prétendent être formés en quelques jours, etc. Vérifiez les gens qui vous traitent. Ils doivent avoir des numéros d'inscription au Conseil de l'Ordre. On a la chance d'être dans un pays où les choses sont relativement bien réglées, codifiées. Et ben, il faut en profiter parce que les risques sont réels. Et on voit tous les jours, nos confrères comme nous-mêmes, on voit tous les jours des accidents qui peuvent être dramatiques. C'est pas de la rigolade. Sur le plan gynécologique et la prévention, moi j'aime beaucoup parler de Kiffe ton cycle dans les rendez-vous, les entretiens de suivi. Kiffe ton cycle, c'est une fondatrice qui s'appelle Gaëlle Baldassari, qui n'est pas issue du milieu médical, et donc c'est très chouette parce qu'elle parle de tout ça dans des termes qui sont très très accessibles. Alors elle avait démarré il y a quelques années avec un petit bouquin, et puis aujourd'hui elle décline avec des programmes en ligne qui sont adressés aux femmes de tous les âges en fait, à différents moments, dont certains programmes qu'on peut faire mère-fille, et du coup enfin voilà, c'est un style qui est très accessible à tous et à toutes, qui permet d'apprendre plein de choses. Et donc moi j'ai beaucoup appris, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Donc voilà, kiffe ton cycle. J'adore. Merci. J'y penserai. De kiffer ton cycle ou de le lire? Bon, ça dépend, moi j'y La penserai chance. pour les deux. Je kifferai mon cycle et j'y penserai à le lire. Je suis un homme chanceux. Ah bah écoute, Je kiffe déjà mon cycle. C'est pas mal kiffer son cycle. C'est pas mal qui fait C'est pas mal. on peut kiffer le cycle nictémérel, comme on peut kiffer notre cycle, je ne sais pas quoi, vicieux de je ne sais pas quoi. Bah oui. C'est ça, kiffe ton cycle. Kiffe ton intimité aussi, non? On va dire. Gaëlle, en fait, elle explique comment on peut faire du cycle menstruel un atout plutôt que de le subir. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant et qui permet d'apprendre beaucoup sur soi et qui permet aussi de décrypter et de décoder voilà, certains mouvements d'humeur qu'on peut avoir pendant le cycle.
Et puis de dire, quand je suis dans la période menstruelle où je vois tout en gris foncé et où je suis hyper irritable et où je vais tomber sur le premier qui me tombe sous la main, et je prends pas de décision importante, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, etc. Je sais à peu près où j'en suis dans mon cycle et puis je sais que ces jours-là, je fais enfin voilà. Bon, et puis voilà. Puis quand les règles arrivent, curieusement, le ciel se lève, le gris foncé devient beaucoup moins foncé. Et donc il y a beaucoup de femmes que ça aide beaucoup de pouvoir suivre comme ça parce que finalement ça donne des repères et voilà, parfois on prend des bonnes décisions à certains moments et ça peut être vraiment un atout. Bien sûr, le timing c'est important et la nature est probablement très bien faite, effectivement, l'aspect cyclique de la vie. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre beaucoup en avant dans les problématiques de santé. Donc tout à fait une bonne philosophie probablement. Et justement, ça répond indirectement pour dire que la femme en ménopause est une femme qui va être beaucoup plus épanouie parce qu'elle n'a pas à assumer son cycle ni à le kiffer, elle est dispensée complètement et elle peut avoir une vie sexuelle mais complètement épanouie. Et ça se témoigne encore que la femme en ménopause est une femme qui a le droit de kiffer justement sa ménopause. Tiens, c'est une bonne idée, j'écrirai un livre, Kiffe ta ménopause. C'est pas impossible que Gaëlle, elle ait décliné. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Alors quand même, ce qu'on peut dire, Samad, c'est qu'on a beaucoup parlé des désagréments de la ménopause, mais il y a des femmes aussi pour qui la ménopause se passe très bien et pour qui il n'y a pas de difficulté. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais en général. Parfois on appréhende la ménopause en disant mais ça va être épouvantable, et puis il y a des femmes pour qui ça passe comme une lettre à la poste. Donc ça vaut le coup quand même de le dire pour pas inquiéter peut-être celles qui n'auraient pas lieu de mais de malheureusement c'est ça, parce que la femme après un certain âge et surtout à la ménopause, je parle de la majorité, elle pense qu'elle est vraiment dispensée, elle n'a plus de vie, elle ne peut plus avoir un rapport sexuel, elle ne peut plus rien avoir, etc. Et malheureusement, c'est une idée courante dans nos sociétés et perçue dans nos sociétés, alors que non. Je donne toujours l'exemple de ma grand-mère, excusez-moi de pouvoir le dire aujourd'hui, paix à son âme. Elle me disait toujours que j'ai justement kiffé ma vie une fois que j'ai eu ma ménopause. Elle s'est remariée 3 fois après la ménopause. Du coup, elle était avec un homme durant toute sa vie, durant le cycle, et après la ménopause, elle était avec 3 autres. Du coup, elle avait une vie super épanouie, paix à son âme. Du coup, il va falloir justement, et on arrive à cet aspect psychologique, si tu ne connais pas ton corps, chère madame, si tu n'arrives pas à kiffer les différentes étapes de ta vie, à part le fait de penser à venir chez Dr Michael pour faire les fils ou pour faire du Botox, pense aussi à kiffer ta vie personnelle, à aimer et à adorer toutes les phases de ta vie pour que tu puisses aller véritablement de l'avant, parce que la confiance vient de nous et pas de l'autre en général. D'ailleurs, la prise en charge, globalement, s'inscrit dans cette vraie dynamique. C'est vrai qu'on a un pic de demande et de fréquentation qui correspond à peu près à une patiente d'une 50aine d'années, pour, entre autres, des raisons d'accélération parfois de phénomènes de vieillissement qui peuvent être marqués un peu par la période périménopausique. Et si on a une forte demande à ce moment-là, c'est pour pouvoir justement relancer toutes ces femmes sur le chemin de l'acceptation de soi, sur le chemin du bonheur, de la qualité de vie retrouvée. On a souvent des périodes comme ça un peu charnières, et c'est vrai que la prise en charge en médecine esthétique, morphologique, anti-âge, aussi bien au niveau fonctionnel, gynécologique, ou pour tous les problèmes de vieillissement qui peuvent être les mains, le corps, la silhouette et bien sûr le visage, tout ça s'inscrit dans la même dynamique, de dire que effectivement la vie est un phénomène continu. Il y a des périodes charnières, je pense que à défaut de vouloir trop focaliser sur cette problématique ménopausique, bien sûr ça se passe très bien pour un certain nombre de patientes, mais souvent ça se passe encore un petit peu mieux quand elles ont réussi un petit peu à l'anticiper, non pas forcément à s'angoisser trop, mais à l'anticiper un petit peu pour qu'on puisse les accompagner. Et l'accompagnement, ça permet de désacraliser, de désangoisser et surtout de ralentir un certain nombre de phénomènes d'accélération de vieillissement. Et c'est là où je pense une grosse partie de notre métier prend son sens.
Donc la prévention, c'est aussi peut-être venir consulter un médecin quand on sent qu'il y a des petites choses qui nous échappent pour justement être plus dans la prévention. Bien sûr, c'est ce qu'on constate, hein. Les patientes viennent entre guillemets un petit peu plus tôt aujourd'hui que peut-être il y a quelques années pour pouvoir faire des traitements d'accompagnement, de ralentissement des processus de vieillissement et non pas des volontés de rajeunissement. Oui. En fait, on est moins dans le rajeunissement, on attend moins que les choses soient installées pour espérer tenter des retours en arrière un petit peu bouleversants, des changements dramatiques au niveau de l'aspect du visage ou du corps, ou de la silhouette, ou du bien-être. On est dans un ralentissement de l'effet de vieillissement. Donc on prend les patientes un petit peu plus tôt en charge et on leur permet on va dire de diminuer la pente du phénomène de vieillissement. Elles vont vieillir plus lentement et donc c'est d'autant plus intéressant que, comme on vient d'expliquer juste avant, il y a certaines périodes charnières où le vieillissement s'accélère. Hein, le vieillissement n'est pas un phénomène continu, c'est un phénomène qui peut connaître à un moment donné une espèce d'accélération. Et on le sent très bien chez les patients qui disent, bah voilà, là, en 1 an ou en 2 ans, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Voilà. Ouais. Ça, c'est un discours qu'on entend très souvent, à peu près à la patiente d'une 50aine d'années, et qu'on entendra de moins en moins quand on arrive à les prendre un petit peu plus tôt en charge. Et finalement, elles vont pouvoir franchir ces caps avec énormément de bien-être. Et donc, on va pouvoir ralentir énormément de problématiques de santé et repousser aussi des maladies, améliorer la qualité de vie, puisque notre travail, c'est pas simplement d'être interventionniste sur les stigmates de vieillissement, mais c'est aussi d'accompagner sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur l'activité physique et sportive, ce qui aussi repousse les limites d'apparition des problématiques de santé et des maladies. Donc le mieux vieillir, ça s'adapte aussi à cette médecine gynéco-esthétique et fonctionnelle. Bien entendu. C'est un processus justement. Et c'est un processus continu. C'est pour ça justement quand tu m'as posé la question quel est l'âge de la consultation en gynécologie esthétique et fonctionnelle, à partir de la prépuberté jusqu'à la fin de vie. D'accord. Ouais. Ce qui permet d'avoir un mieux-être, Bien un sûr. bien-être, un Bien sûr. confort dans son Bien sûr. intimité et donc un mieux-être tout court. Exact. Ne serait-ce que montrer à la femme comment laver sa partie intime. Pour moi, qui est une chose super essentielle et importante, que la plupart négligent. D'accord, ouais. Mine de rien, c'est une chose très très Parce que simple. c'est un tabou. Parce que c'est un tabou et parce que tout le monde se dit, écoute, comme tout le monde, comme le faisait ma grand-mère, je vais mettre de la lavande, je vais mettre je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment ça se dit en français, radin sheh, je sais pas comment on appelle ça, attends, il va falloir que je le cherche là, dans la botanique, dans le dictionnaire de la botanique, ce qui est une chose qui est super grave et super, super dangereuse pour l'équilibre de la flore vaginale de la femme. Et ça, c'est une consultation sexuelle et une consultation chez le sexo ou chez le gynécologue fonctionnel pour montrer le b.a.-ba, la base, pour avoir une bonne hygiène intime. C'est vrai que là, on serait même dans probablement un projet pédagogique qui serait intéressant, un petit peu, peut-être que ça serait intéressant dans des programmes de santé publique, quand on parle par exemple de la vaccination contre l'HPV chez les jeunes femmes, de Et maintenant pouvoir, même chez les jeunes hommes. et chez Oui, les Voilà, aussi, ouais, on l'a bien introduit, sûr. oui, tout à fait. heureusement. Ça pourrait être l'occasion, par exemple, de parler un petit peu de ce type de problématique. C'est vrai que moi, mon expérience de médecin généraliste et ayant fait énormément de pédiatrie également, donc accompagnant les jeunes gens depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, sans discontinuité finalement, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, même dans le carnet de santé, tout ça, c'est pas quelque chose C'est assez tabou encore. Oui, c'est tabou. voilà. C'est Bon, assez tabou. comme pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors quand on pense à un manque d'accompagnement
parfois fille-mère qui peut exister. C'est vrai que auprès de la jeunesse féminine, ça serait bien peut-être d'avoir une consultation dédiée à un moment donné. Alors il y a des structures qui sont censées quand même un petit peu s'occuper de ça, oui par exemple, mais ça serait bien que ce soit peut-être un petit peu plus, voilà, un petit peu spécialisé. Institutionnalisé peut-être, ouais. Alors merci aux personnes qui nous suivent parce que Chih, ça s'appelle l'armoise. L'armoise. Ah, l'armoise. 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 Merci pour l'information. Donc il y a des femmes qui se lavent avec de l'armoise. Voilà. Ils la font chauffer et puis ils la C'est une mettent. plante. Mais qui est très très chaude. Enfin, elle est chaude quand elle est. Enfin, ils font des bouillons d'armoise et ça fait vraiment et ça favorise des hémorragies qui sont super dangereuses. Merci au public. Est-ce que vous aviez des questions à poser? Non? Est-ce qu'il y avait des questions? Non, c'était très intéressant. Et quand tout va bien, c'est ça? Non, mais c'est intéressant parce que ça reste C'est très, aussi, très intéressant. encore aujourd'hui, même sur des femmes de 40 ou 50 ans, il y a encore un tabou aussi. Oui, on essaye ici dans le bilan MIA d'intégrer Voilà. des questions, On fera d'autant notamment plus sur le avec versant Samad, qualité de vie. Donc, on c'est- va essayer d'ailleurs Il y a dans le les- prochain bilan voilà, d'avoir Tout à fait. une série de questions un petit peu plus Orienté, sexo. voilà, mais c'est vrai Avec- qu'on on va a pu élaborer avec remarquer Samad. ici, que c'était parfois des questions auxquelles les patientes n'avaient pas spécialement envie de répondre. Ils sont gênés. Ça peut y avoir un obstacle. Alors finalement, quel est le lieu pour aborder ce type de problématique? C'est pas évident. Parce que beaucoup de femmes disent que chez le gynéco, on parle parfois d'un certain nombre de choses, mais pas forcément de sa santé sexuelle. Hein. C'est ce qui revient en tout cas jusqu'à nos oreilles. Chez le médecin généraliste, alors ça dépend un petit peu de son profil, un petit peu, et des rapports qu'on a, mais c'est pas. Donc en fait, on se retrouve un petit peu parfois isolé, et c'est souvent l'isolement qui crée la non prise en charge des problématiques, et toute problématique qui n'est pas prise en charge s'aggrave. Donc il faut essayer de prendre les problématiques en charge suffisamment tôt, et pour ça pouvoir dialoguer. C'est particulier comme approche, mais je pense qu'il faut absolument intégrer ça à notre pratique, en particulier en médecine esthétique, parce que pourquoi pas, dans ce domaine-là, pouvoir aborder, comme souvent, des problématiques qu'on ne peut pas forcément aborder ailleurs. De toute façon, notre public, ils ont tous moins de 30 ans. Ils ne sont pas concernés par ça. C'est sûr. Toutes moins de 30, elles ne sont pas concernées par la question. Ok. Voilà, ça clôt le débat. Bon, un petit mot de conclusion peut-être? Un petit mot de conclusion, donc on peut retrouver le podcast, ça il faudrait le dire à votre public, sur les plateformes dédiées, et notamment sur Spotify, c'est ça Rafa? On va essayer. Voilà. Donc, Waouh. Trop chic. et de toute façon, on communiquera le lien pour retrouver Bien sûr. en intégralité l'échange très sympathique qu'on a eu avec tous les trois. Et comme on a abordé plusieurs questions, si jamais on a d'autres retours, on vous les transmettra. Hein. Oui, bien sûr, ça fera Voir l'occasion de peut-être faire pour la prochaine fois de Un répondre troisième podcast. à quelques questions. Voilà, pour tous ceux qui nous ont écoutés et regardés. N'hésitez pas à nous poser des questions, même un peu en décalé, ou des problématiques qui peuvent être plus personnelles, auxquelles on se fera un plaisir de répondre de manière individuelle, parce que c'est des problèmes qui peuvent rester un petit peu compliqués comme ça à aborder à travers une émission. Donc n'hésitez pas, et puis voilà. Je voulais remercier tous les gens qui sont venus, d'abord nos patientes. Ouais, Merci merci. beaucoup Merci à à chacune vous. d'entre vous. C'était très agréable de vous avoir en face de nous pour toute cette émission. Voilà, remercier Sandrine qui s'est occupée de toute l'organisation. Toute l'organisation de cette petite réunion ce soir. Rafa qui était à la technique. Merci. Merci, Rafa. Merci beaucoup. Il va nous mettre sur Spotify. Voilà. Peut-être. Chic, hein. Rafa, le magicien du son et de l'image, mais surtout du son finalement, qui va nous faire sûrement un peu de musique d'ailleurs. Rafa qui est musicien, qui va nous composer un peu de musique, il est compositeur. Vous pouvez retrouver, on essaiera de mettre son lien Ouais. pour aller écouter de la À bonne Dunkerque, musique. à Dunkerque. Voilà, un mot, une compo. Un mot, une compo. Donc Rafa, vous lui donnez un mot, il vous fait une chanson avec. Ce
qui est quand même pas donné à tout le monde. Lui, il sait le faire. Donc voilà, Claire, merci beaucoup. Merci. Terracia, merci d'avoir Merci, participé, bien sûr. Et puis Doc Samad, notre invité oui. d'honneur Ah ce oui, soir. invité. On l'a mis de loin, voilà. Je suis le fils de la maison. Voilà, Donc, ne me qui est, remercie pas. voilà, qu'on est Avec très plaisir. heureux Moi d'accueillir et qu'on espère pouvoir accueillir de manière plus régulière parmi nous pour pouvoir profiter de tout son savoir-faire auprès Avec des plaisir. patients et des patientes, Oui. voilà, de toute la patientèle et toutes les communautés qui peuvent nous écouter ce soir. Qui le réclame déjà. Hein, qui le réclament. Tu as Donc déjà voilà. des demandes. Ça me fait plaisir. Donc voilà, on est très très content de t'avoir parmi nous et puis de pouvoir profiter de toute ton expérience et ton Ouais. savoir dans un Très domaine qui est en pleine explosion et où les gens qui ont des compétences sont finalement assez rares. Et donc Ouais. merci beaucoup à toi Merci à toi. d'être venu. Ça Et nous merci fait à plaisir. Monaco de nous avoir réunis parce que Oui. mine de rien, on s'est rencontrés à Monaco. Et la coïncidence. Grâce à Justement. Alexia, exact. Donc, Alors merci voilà, il y a Alexia qui est là. Merci Alexia, vraiment. Alexia, Donc, Merci beaucoup. j'allais y venir, le meilleur pour la fin. Donc Alexia Bah oui. qui nous a permis voilà, De se rencontrer. réunir. Mais Voilà. c'est juste parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est vrai. J'étais invité à ce dîner et puis j'étais à la table de docteur Michael, de Sandrine et puis de Moïse. Comme par hasard, on était là, on est réunis autour d'une table et puis le courant est passé, mais vraiment comme pas possible, on ne se connaissait même pas. Et puis à partir de là, une belle relation humaine s'est créée et j'en suis vraiment ravi. Je suis ravi comme je suis honoré de cette belle relation humaine qui s'est créée entre nous grâce à ce dîner extraordinaire qu'on avait eu. Donc Voilà. merci beaucoup. Et Merci puis, à prochain toi. podcast, on en fera d'autres avec vous trois, peut-être avec Lucienne aussi. Oui, Sur- oui. voilà, parce que moi, je pense voulais qu'on dire a un plein de petit, choses aussi à apprendre. faire un petit coucou et un petit remerciement et puis une petite dédicace, comme on dit, aussi au docteur Alain Toledano, qui est quand même un grand précurseur de la médecine intégrative en France, qui nous regarde peut-être, mais qui a inauguré une chaire universitaire de cette discipline, ce qui est quand même une première dans notre pays. Bien entendu, je voulais faire un coucou aussi à Moïse qui se reconnaîtra et qu'on salue, qu'on embrasse bien fort parce que c'est vrai que il a eu la bonne idée de nous mettre à la même À la table même ce table. soir-là Exact. il y a quelques mois maintenant C'est vrai. à Monaco, ce qui nous a permis de nous retrouver aussi ce soir ensemble ici. Et donc voilà, vous dire à bientôt à tous. Et on se Pour, retrouve à Monaco. Bah Ouais, oui, donc, une prochaine aventure. voilà, on y sera aux alentours du 1er avril à Et je l'AMWC. précise que ces deux docteurs sont également, pas nominés, mais participent aux awards Oui, dans deux catégories différentes. Tout à fait. C'est quand même Voilà, pas on mal. reste dynamique on essaie de rester dynamique dans nos professions, Voilà. dans notre profession commune, et donc voilà, on participe à toute l'émulation scientifique qu'il y a, et Samad est très très sollicité de par son savoir-faire. Voilà, je remercie les labos Vivaci qui nous ont permis aussi d'avoir ce beau produit qu'est le Désirial dont on a parlé et avec qui je collabore de manière très étroite et avec beaucoup de plaisir. On a écrit un article sur la santé sexuelle, génitale de l'homme et de la femme. Alors on n'a pas beaucoup parlé de l'homme, on se rattrapera peut-être la prochaine fois. On a écrit un article dans le dernier Anti-Âge Magazine avec Samad. On a coécrit un article, on est assez content, assez fiers. Donc on remercie aussi toute l'équipe d'Anti-Âge Magazine de nous avoir sollicité pour écrire un article dans leur beau journal qui va sortir, leur trimestriel. Voilà, on remercie Zimmer qui nous prête aussi donc des machines dans le but de pouvoir faire des protocoles de traitement, notamment sur des troubles érectiles chez l'homme, on en reparlera la prochaine fois, et qui sont très actifs et qui nous montrent beaucoup de confiance. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour sur tous les partenaires et autres. On fait un grand coucou à Lucienne Sultan qui nous regarde peut-être ou qui va nous écouter. Qui manque un petit peu aujourd'hui, qui nous manque de par tout ce qu'elle aurait pu nous apporter en termes de compétences en prise en charge psychologique et émotionnelle des problématiques de santé génitale par exemple. Et puis on vous dit à bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir. Oui.
intéressant. Ouais, c'est une vraie discipline. Hein. Ouais, incroyable.